Bonjour tout le monde, bienvenue à cette entrevue du mardi soir. Tout le monde peut écrire. Aujourd'hui, on a Frédéric Durand avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Carl, merci de me recevoir. Merci aux personnes qui sont présentes. Oui, c'est le fun d'avoir du monde présent. Ils sont là pour réagir. En direct. Écoute, on a eu le temps de s'échauffer, on a parlé déjà, on est tous dedans. J'aimerais ça que tu me parles du premier contact que tu as eu avec la littérature dans son ensemble. Tu choisis qu'est-ce que tu veux plus précisément. Les premiers contacts qu'on a avec la littérature, hein, c'est souvent par le biais des histoires qu'on entend quand on est enfant. Les histoires, si l'être humain a un besoin si grand que ça, c'est parce que ça sert entre autres à donner du sens à l'univers dans lequel on est, mais à l'enrichir aussi. Hein, des gens parlent des fois de fuite dans l'imaginaire. Moi, j'ai l'impression que les histoires viennent augmenter, enrichir l'imaginaire. Ce n'est pas une fuite, au contraire, c'est un enrichissement. Et donc, c'était par les histoires, effectivement, là, soit que j'entendais à l'école ou que mes parents ont pu me lire, ou moi-même, quand j'étais un jeune lecteur, très souvent, ça, c'est quelque chose au sujet de quoi ça demeure important de se situer, c'est l'importance des bibliothèques publiques. Alors, moi, venant en plus d'un petit village qui était Champlain, la bibliothèque publique était d'autant plus importante, ou même les bibliothèques d'école également, c'est quelque chose d'important pour diffuser la littérature, les connaissances. Alors, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Comme beaucoup d'enfants, au début, on lit des petits livres, des bandes dessinées, puis peu à peu, là, les lectures qu'on va faire deviennent plus complexes, plus profondes. Je salue les personnes qui se joignent à nous. Alors, allô Ariane et allô Riel. Merci d'être là. OK. Je pensais que c'était dans ta réponse. Tu en profitais pour saluer, puis tu t'en allais continuer. Ah, non, finalement, non. Oui, je me suis dit, ça répond un peu. Ensuite, si on a envie de creuser, pas hésiter, oui. C'est quoi la première œuvre qui t'a fait réaliser le pouvoir de l'écriture? C'est drôle, je crois que j'ai jamais raconté ça, cette histoire-là. C'était, et là je la cite de mémoire, c'était un roman jeunesse québécois qui, je crois, s'appelait Le Grand Voyage de la Courte Pointe. Okay. Et c'était, oui, c'est ça, hein, effectivement, je vois un petit oui. Là. Donc ça, c'était vraiment un récit imaginaire que notre prof de première ou deuxième année nous lisait sous forme de feuilleton. Donc, ça veut dire qu'elle nous en lisait peut-être 20-30 minutes chaque semaine. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça crée également un intérêt à long terme et ça suscite l'attention à long terme d'une classe d'étudiants et d'étudiantes. Donc, c'est vraiment ça par l'entremise, effectivement, d'un roman jeunesse québécois, donc, qui était donc les aventures d'une courte pointe là, à qui il arrivait plein de choses. Et je m'en rappelle encore bien. Mais c'est sûr que quand on est jeune aussi, notre cerveau est frais. Hein, il y a plein de place pour. C'est pas pour rien que des films qu'on a vus quand on était jeune sont si marquants. Il y a quelque chose qui demeure totalement là, mémorable et dont on se souvient par la suite. Bonjour à Véronique qui se joint à nous. Merci d'être là. Donc, effectivement, mon cher Carl, le grand voyage de la courte pointe. Ça va être à noter. On va chercher ça, c'est sûr. À quoi ont ressemblé tes débuts, genre ta première expérience d'écriture, publication? Ah oui, là, c'est parce que je suis à l'étage, sinon je me serais amusé à vous montrer quelques archives là, que moi, je n'avais pas gardées, mais que mes parents avaient gardées. Bon, très souvent aussi, on parlait de la lecture, mais l'écriture est quelque chose qui se stimule chez les jeunes très tôt, hein, donc de créer son propre imaginaire. Encore une fois, c'est un enrichissement parce que l'imagination, c'est la faculté d'imaginer les choses telles qu'elles ne sont pas. Donc, ça nous sert dans la vie de tous les jours, entre autres pour trouver des solutions. La créativité est donc un atout à garder. Et je me rappelle être tombé sur un tout petit roman, j'ai un petit roman, vous avez peut-être 10 ou 12 pages, qui s'appelait Le Loup-garou, illustré par moi, mais de façon très, très, très naïve. Et quand je fais des conférences sur l'écriture, j'ai scanné quelques-unes de ces images-là, de cette bande, pas cette bande dessinée, mais cette espèce de petit roman.
Et de mémoire, ça commence avec le personnage qui dit, bon, ma journée commençait mal, c'était minuit, j'avais perdu mon chien, je devais aller au dépanneur. On voit le côté un peu confus d'un enfant de 7 ans qui raconte. Tu comprenais déjà que c'était la nuit que ça se passait, cette affaire-là. Là. Oui. Que Alors ces là, choses arrivent. effectivement, en allant au dépanneur à minuit chercher son chien, il croise un loup-garou. Alors là, il y a un affrontement incroyable. Et ce qui était assez drôle, c'est que j'avais remarqué qu'il existait des maisons d'édition. Donc, il y a une mention d'éditeur. Ça, je m'en rappelle, ce sont les éditions Fleurs d'argent, mais argent, la couleur argent qui me fascinait quand j'étais jeune. Quand on avait, vous vous souvenez, des crayons de différentes couleurs, et il y avait cette couleur-là, argent, qui faisait un peu futuriste. Et à la fin du livre, j'annonce d'autres romans apparaître. Donc, je voyais aussi là, que dans un livre, très souvent, il y avait le nom de l'auteur, l'éditeur et la mention d'autres titres qui n'ont jamais existé. Alors, c'est assez rigolo, ça, le loup-garou. C'est un super bel exemple d'expérience de publication. Tu connaissais déjà les affaires. Puis après ça, on va aller à la première publication. Oui, Première publication originale avec un éditeur, puis tout ça. Comment ça s'est passé? C'était ça. quoi? Comme ça. Parce qu'avant, je résume rapidement, donc évidemment, comme vous l'aurez compris, ça, c'était même pas un livre imprimé, là. Il était dessiné à un exemplaire. Par la suite aussi, comme beaucoup, hein, il y a eu des petites publications à l'école, des journaux d'école, des petits articles ici et là. Des fois, là, notre prof nous faisait écrire des choses qui étaient envoyées dans des journaux, puis c'est arrivé que j'ai quelques textes qui étaient là comme ça. Mais pour moi, c'est pas vraiment une première expérience de publication. La première expérience de publication, je la dois à une personne qui est mon prof de français de secondaire 5, qui s'appelait, je ne sais pas s'il est encore avec nous, ou qui s'appelle Marcelin Gauthier. Et j'ai su très récemment, parce que j'ai mentionné cette anecdote-là dans une table ronde au Congrès boréal, hein, le Congrès boréal qui est l'une des activités qui réunit les auteurs et autrices des littératures d'imaginaire annuellement. Et Francine Pelletier, qui est une autrice en littérature policière et de l'imaginaire bien connue, elle a beaucoup publié, entre autres en jeunesse, m'a écrit par la suite, mais attends, tu as nommé Marcelin Gauthier, est-ce que c'est celui que je pense? Donc, c'était un membre de sa famille. Là, j'oublie si c'était son oncle ou en tout cas, donc, mais il y avait un lien de parenté là, très près avec Francine. Donc, il va sans dire qu'elle avait été très touchée par ça. Puis moi, j'avais aucune façon de pouvoir croire que Francine était quelque part à l'autre bout. Puis là, je comprends ensuite comment ça se fait que Marcelin Gauthier avait eu vent de ce projet-là, qui était un collectif qui s'appelait Orbite d'approche, qui était édité justement par Claude J. Pelletier, donc il devait être dans la famille de Francine, où il recherchait des nouvelles. Et au sommaire de donc j'ai envoyé plusieurs nouvelles, et c'était Yves Ménard qui faisait la direction de ce recueil de nouvelles-là. Yves Ménard, qui est devenu par la suite un écrivain qui a publié beaucoup en fantasy, chez Alire, en jeunesse aussi, donc il est devenu une personnalité importante en littérature, et qui a été aussi directeur littéraire de la revue Solaris. Hein. Ça a longtemps été Joël Champetier, mais Yves a pris le relais à un moment donné. Et j'ai eu l'occasion de lui rendre hommage à quelques reprises à Yves Ménard parce que c'était quelqu'un qui était d'une grande patience. Il faut se mettre dans le contexte qu'à l'époque, j'ai toujours l'air d'une vieille branche là, de dire ça, mais que c'était donc des textes qu'on imprimait et qu'on postait. Là, Yves, il lisait les commentaires, m'écrivait une lettre qu'il me repostait avec son avis sur ce qui était amélioré. Je retournais le manuscrit imprimé, lui, il la relisait. Donc, des fois, j'y envoyais 2, 3 textes tournants en même temps. Et toujours été patient parce que, bon, j'étais un jeune auteur qui commençait. Il arrive parfois, et si parmi vous, il y a des gens qui veulent écrire puis qui se demandent, qui ont l'impression des fois que c'est difficile d'appliquer les consignes de réécriture, c'est tout à fait normal. Hein? Il y a tout un apprentissage qui vient avec ça. Donc, ça arrivait que je me disais, mais j'arrive pas à voir comment je peux atteindre ce qu'il me demande, Yves, ou comment je peux donner suite à ce qu'il veut. Donc, je mettais le texte de côté, puis j'ai recommencé un autre qui, des fois, avait les mêmes défauts. Hein. Ça, il a fini par me le dire. Tu sais, peut-être, essaie, là,
au lieu de recommencer quelque chose, essaie de m'envoyer une V2 puis une V3. Donc, c'est comme ça, tranquillement, que les choses se sont faites. Tu me permettras, si c'est possible, Carl, de prendre l'occasion de saluer aujourd'hui la mémoire de Jean-Louis Trudel, qui figurait aussi dans le recueil Orbite d'approche et qui était très proche d'Yves Ménard. On a appris effectivement aujourd'hui le décès de Jean-Louis. Je vais vous parler un petit peu de lui, 2-3 minutes. Je pense qu'il vaut quand même la peine de cet hommage-là. Il est décédé ce dimanche en Lituanie où il était en résidence d'écriture. C'était un prof qui a enseigné dans différentes universités, mais qui a été aussi et surtout une figure marquante de la science-fiction et du fantastique québécois. Jean-Louis a commencé à publier dès l'âge de 17 ans, donc c'était vraiment quelqu'un qui était précoce, mais qui avait du talent. C'était en 84. Il aurait été auteur, surtout dans science-fiction, mais il a fait d'autres choses. Il a fait de la poésie, du fantastique, de la littérature générale. Il a été critique, c'était un lecteur. Il a été organisateur d'événements, entre autres le Congrès boréal dont je parlais, chercheur, historien, anthologiste, traducteur, blogueur, très, très, très engagé dans le milieu. On le voyait un peu partout, Jean-Louis. Et il écrivait une science-fiction que je qualifierais de savante et humaniste. Il a coécrit plusieurs textes avec Yves Ménard sous le pseudonyme de Laurent McAllister et il laisse une œuvre considérable sur le site d'Alire, on trouve, et sur le site du DALIAF, qui est le dictionnaire des littératures de l'imaginaire en Amérique française. Il y a un site qui est dédié au DALIAF, une bibliographie de Jean-Louis. Je savais que c'était impressionnant, mais je suis allé la regarder avant de vous rencontrer aujourd'hui. Il nous laisse quand même toute une œuvre et toute une vision qui est une science-fiction souvent philosophique. Il a aussi écrit un petit guide de la science-fiction au Québec qui est publié chez Alire. C'était un érudit qui s'intéressait beaucoup. Il y a un doctorat en histoire que je ne savais pas et qui s'est intéressé beaucoup à l'histoire de la science-fiction et du fantastique québécois. Et je terminerai en disant que c'était quelqu'un qui était humble. Avant l'enregistrement du live d'aujourd'hui, Carl et moi, on a jasé en solo pendant une petite vingtaine de minutes. Et Carl me disait, très souvent, quand on arrive dans le milieu, on est intimidé par les gens qui sont plus âgés que nous. Et Carl me disait, quand je vois ces personnes-là, qui sont des figures marquantes du milieu, je me sens encore comme le Carl Rochelot de 2005, qui arrivait dans ses premiers congrès boréal. Donc, je comprends ce que tu voulais dire. Hein? Mais Jean-Louis a toujours été quelqu'un qui était humble et amical, généreux de son temps. Il s'exprimait dans un excellent français. Et je garde de lui de beaux moments où on a échangé, entre autres, sur Jules Verne, qui s'intéressait au théâtre de science-fiction au 19e siècle. C'est pas rien, ça. Donc, il avait écrit un article là-dessus où toute la mécanique du théâtre, qui était finalement l'ancêtre du cinéma à effets spéciaux, mais Jean-Louis s'est intéressé à ça, à savoir comment on pouvait avoir un théâtre de science-fiction à une certaine époque. Donc, je suis privilégié de l'avoir connu et c'est pas sans émotion là, que je pense à Jean-Louis aujourd'hui. Donc, merci Jean-Louis pour ce que tu as apporté au milieu. Alors, Jean-Louis, j'ai donc eu la chance d'être à ses côtés dans ma toute première parution avec Yves, donc Orbite d'approche, qui a été publié en 92, si je me rappelle bien. Le projet datait d'avant ça, mais comme c'était un projet là, qui s'est fait à long terme, il y a eu quelques années là, avant qu'il paraisse, mais c'était une nouvelle que j'avais écrite, je crois, en secondaire 5. Donc, ça fait un petit velours hein, quand on voit dans notre première parution, une petite fierté qui est là. Les premières critiques aussi, qui ne sont pas toujours... on voudrait que ça soit parfait, mais on commence, puis on se le fait dire des fois. Mais bon, il faut persévérer. C'est déjà arrivé dans ma vie, je le racontais à mes étudiants et étudiantes, d'avoir une très mauvaise critique une journée, puis la journée même d'apprendre que je gagne un prix littéraire. Et ça, c'était la journée de mon anniversaire en plus. Donc là, je me suis dit, OK, il y a un équilibre qui est là. Donc, ce que j'ai compris, c'est tu entends une nouvelle année de vie, tu as un certain talent, mais tu as du travail à faire aussi. Donc, c'est comme ça que j'ai comme concilié ces trois éléments-là, l'anniversaire, la critique négative et le prix que j'avais eu, qui était le prix Solaris en 98 pour une nouvelle. Donc, c'est un petit peu comme ça que les choses se sont faites. Par la suite, et pour les gens qui nous écoutent, un des très bons bancs d'essai qu'on peut avoir dans la littérature, ce sont les nouvelles. Parce qu'au Québec, on a une richesse, c'est l'existence de plusieurs périodiques qui publient de la nouvelle. J'ai parlé de Solaris tout à l'heure. Il y a également Brin d'éternité, hein, qui a quand même une belle longévité à considérer. Il y a des revues plus généralistes comme XYZ qui font des appels à texte.
Il y a un appel à texte sur les sorcières en cours chez XYZ qui se termine au mois de décembre. Et il y en a un autre que j'oublie, qui était. Bon, c'est pas grave. Mais bref, à surveiller les appels à texte, il y a la revue d'art Le Sabar aussi à Trois-Rivières, qui est une revue de littérature et d'art visuel, mais qui publie aussi du fantastique et qui avait publié d'ailleurs Jean-Louis Trudel, dont on parlait tout à l'heure. Donc, explorer ce qui se publie en nouvelles. Ce qui est plus facile quand on commence en nouvelles, c'est que si on se fait refuser, ce qui arrive souvent, mais c'est plus facile de se faire refuser un texte de 20 pages qu'une saga de fantasy de 10 tomes où là, on se dit, mais c'est la fin du monde, j'ai travaillé 3 ans là-dessus, qu'est-ce que je fais? Ça permet aussi de travailler sur une approche plus miniature des choses. Donc, travailler un peu la psychologie, travailler la description, des petites choses comme ça, qui sont des outils qu'on affûte par la suite. Donc, moi, je ne regrette pas d'avoir commencé par la nouvelle. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'il existe une multitude de formats de nouvelles. Donc, on a la nouvelle qui est assez brève, on a la novella qui est un peu plus longue, on a la novellette aussi, et on a le roman bref et le roman long. Donc, ce que je faisais, c'est que plus j'allais, plus mes nouvelles devenaient longues. Ça permet aussi d'expérimenter et de progresser comme ça, sans se lancer dans une grosse saga nécessairement. Donc, ça a été un bon banc d'essai intéressant, la nouvelle. Et être publié en revue, ce qui est chouette, c'est qu'on a souvent au Québec un petit cachet qui vient avec ça. J'étais étudiant, donc c'est sûr qu'on est content d'avoir notre petit salaire qui vient avec ça. Et on est heureux aussi d'avoir ces publications-là qui sont des jalons pour nous. Et qui nous encourage à persévérer par la suite. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait, mon cher Carl, par des collectifs et des revues de littérature au tout début. Longue réponse, mais bon. Voilà. C'est parfait comme réponse. Puis c'est ça, je suis content que finalement, on ait parlé un peu de Jean-Louis. Oui, mais oui, je me dis que c'était incontournable là, de le mentionner. J'attendais que ça se passe naturellement là, pour à la fois pour bien l'honorer comme il faut, puis pour que ça avec le C'était parfait. C'était super. Ouais. Je suis d'accord avec ce que tu dis sur la nouvelle. J'ai lancé, j'ai lancé Tout le monde peut écrire en étant comme je vais vous aider à écrire. J'étais très large. Puis dans les derniers mois, j'ai vraiment fait, je pense qu'il faudrait vraiment un bloc de nouvelles, un bloc où chaque semaine, on peut avoir un feedback sur des courts textes. Puis si entre eux, ils peuvent, entre membres, ils peuvent aussi commenter sur des. C'est beaucoup plus vite être bêta-lecteur, bêta-lectrice sur des nouvelles que sur des romans. Oui. Ouais, ça peut être moins, à la fois, je dirais que ça peut être moins intimidant de recevoir des commentaires sur la nouvelle, mais d'en formuler aussi. Parce qu'une des difficultés qu'on a quand on est bêta-lecteur, c'est qu'on ne veut pas faire de la peine à la personne qu'on est en train de lire, on veut l'encourager. En même temps, l'honnêteté voudrait qu'on lui dise, c'est ce qu'on a remarqué, parce que ça se veut bienveillant, mais je suis très conscient que ça peut être lourd à recevoir aussi. Tu as travaillé sur tellement de choses, parmi les choses qui sont difficiles, c'est de couper. Les éditeurs nous font souvent couper, puis tu te dis, toi, si tu avais mis ça, il y avait une raison pour laquelle tu l'avais mis dans ton texte, mais c'est vrai que des fois, c'est mieux de couper aussi. Et ce qui est intéressant aussi quand on travaille en communauté, c'est que je le sais pour avoir donné des ateliers de création, c'est que si on est une vingtaine d'étudiants et étudiantes, puis il y en a 10 qui remarquent le même problème, mais probablement que ce problème-là est là pour vrai. Donc, ça rend ça un peu moins ingrat de dire, nous aussi, on l'a remarqué, puis il me semble que ça aiderait le texte. Puis l'idée, généralement, c'est d'amener le texte à son plein potentiel, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? Puis qu'est-ce qui permettrait de dire ou d'atteindre ton but ou l'effet que tu veux produire de la meilleure façon possible. Donc, toujours dans le respect de ce qu'on a voulu travailler. Dans ma vision de la littérature, c'est comme ça que ça devrait se faire. Oui, très bien d'accord. Moi, c'est toutes les fois que en coaching, je dis tout le temps, c'est quoi ton intention derrière ce chapitre-là? C'est quoi ton intention dans cette scène-là? C'est quoi ton intention dans ce dialogue-là, dans cette description-là? Qu'est-ce que tu voulais amener? Parce que les idées derrière tout le texte ne sont jamais mauvaises. C'est juste tout le temps, OK, c'est ça l'idée que tu veux. Bon, d'abord, on ne va pas l'amener de cette façon-là. Si tu veux l'amener, il faut que tu la fasses ressentir. Dès qu'on comprend l'idée derrière le texte ou derrière un passage, c'est vraiment plus facile d'aider les auteurs. Puis peut-être d'expliquer aussi à ce moment-là, sachant où l'autrice ou l'auteur voulait nous amener, OK, c'était ça que tu voulais faire. Peut-être que si
je sais pas, mais tu voulais m'émouvoir puis je suis pas ému, ou tu voulais me faire peur puis j'ai pas eu peur. C'est peut-être parce qu'il y a telle chose, ou ici, il y a trop. Très souvent, on a plein de métaphores qu'on peut utiliser pour parler de la création littéraire. Des fois, je parle des épices. Il y a trop d'épices, donc ça fait juste, ça goûte plus rien, ça goûte trop une chose, ou il n'y en a pas assez, ou c'est pas assez varié, ou le mélange, bon, on a vu ça très. Vous ferez l'exercice, là, quand vous lisez des critiques artistiques, très souvent, là, la sauce ne prend pas, la recette ne prend pas. Bon, très souvent une métaphore culinaire, mais je comprends un peu l'idée derrière ça. Là. Vous ferez l'exercice, là, quand vous lisez des critiques artistiques, très souvent, là, la sauce ne prend pas, la recette ne prend pas. Bon, très souvent une métaphore culinaire, mais je comprends un peu l'idée derrière ça. Là. Alors, oui, en comprenant où l'auteur ou l'autrice veut nous amener. Et l'affaire qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la personne à l'autre bout qui va le lire, mais elle, l'auteur ou l'autrice, ne sera pas là pour lui dire « voici l'intention de mon texte ». Et dans ce sens-là, on parlait d'Yves Ménard tout à l'heure, un texte pour les gens qui nous écoutent, qui peut être intéressant à aller lire, qui est disponible gratuitement sur le site des éditions à lire. C'est un assez long texte d'Yves qui s'appelle « Comment ne pas écrire des histoires », où Yves, par ordre alphabétique, là, liste un certain nombre de défauts qui peuvent arriver ou d'éléments clichés à éviter. Il présente également ce qui, selon lui, sont les 4 piliers en littérature. Donc, il y a l'idée, effectivement, que tu mentionnais, Carl. Il y a les personnages, il y a le style et il y a l'intrigue. Et selon Yves, on peut avoir 3 éléments sur 4, puis ça va bien fonctionner. Si tu as des personnages intéressants, une belle idée, puis une intrigue qui captive, ben, si l'écriture est un peu plus faible, il y a assez d'éléments pour que ça suscite notre intérêt. Si on a des personnages plus faibles, mais c'est super bien écrit, il y a une idée qui est originale, il y a une intrigue qui est là, ça va tenir encore. Donc, c'est quand même une idée intéressante que Yves a énoncée dans cet article-là, qui, moi, en tout cas, m'a fait réfléchir par la suite là, sur ces différents axes qu'on peut considérer en littérature. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, quand je te parlais tout à l'heure de la plateforme de Tout le monde peut écrire, puis comment j'essaie avec la permission de Solaris puis de Yves, j'ai aussi le texte sur la plateforme, avec l'hyperlien vers Solaris aussi. Tu sais, fait que c'est ça que je veux dire quand j'essaie de tout rassembler pour que notre monde ait tout ce qu'il leur faut à la même place. Là. C'est vraiment c'est ça. Mais oui, c'est vrai que c'est un texte qui est encore pour le ramener là, j'ai pris la peine de le relire aussi. Puis c'est toujours agréable à lire. Il y a comme oui, puis il y a beaucoup d'humour. Le ton coquin de Yves en arrière. Il organise, Yves, à chaque année à Boréal, comment il appelle ça? C'est une activité d'écriture où tu prends des mauvais textes, puis chacun doit écrire la suite du mauvais texte, là, le maltraitement de texte, c'est ça. Maltraitement de texte. Et là, il faut deviner quel est le vrai texte, finalement. Et très souvent, ben, les auteurs sur place arrivent à faire quelque chose de tellement convaincant qu'on ne sait pas trop quel est le vrai mauvais texte. Alors, ça donne quelque chose qui est très, très, très drôle. Yves, chaque année, fait paraître aussi un petit journal humoristique à chaque congrès boréal. Donc, c'est effectivement quelqu'un de plein d'humour, ce qu'on voit dans son article, que je suis content qu'il t'ait permis de partager parmi tes outils. Parlant d'outils, oui. À quoi ressemble ta méthode ou ton approche, ou bref, comme de l'idée au manuscrit, là, qu'est-ce qui se passe, toi? C'est quoi ta manière d'approcher ton travail artistique, ton travail d'auteur? Je dirais, je vais commencer par une précaution en disant que, à mon sens, il n'y a pas une façon d'écrire. Donc, méfiez-vous des gens qui vont vous dire c'est comme ça qu'on écrit. La création artistique, ça doit être un acte libre. Il y a des outils. Ça, je crois fermement qu'il y a des outils. Après ça, ces outils-là, ils existent. On doit les connaître, mais on peut les utiliser ou pas. On peut leur faire différentes choses. À mon sens, ce qui est important avant tout, puis je vais arriver à ma méthode, c'est de lire le plus possible dans le domaine qui nous intéresse, mais pas que. De lire des bonnes choses, de lire des choses variées, avec un certain sens critique pour voir. On peut lire pour le plaisir, mais de se demander par la suite qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé. Comme quand on veut être une bonne communicatrice ou un bon communicateur, on regarde une personne qu'on trouve efficace et on peut s'en inspirer. Donc, effectivement, et à partir de ça, ben, je dirais aussi bien connaître la langue française.
Après, quand on connaît l'histoire de la littérature a pris tellement de formes éclatées et très différentes qu'il me paraît assez présomptueux de dire que c'est comme ça qu'on doit écrire. Parce qu'il y a eu le romantisme, le symbolisme, le fantastique, la science-fiction, le réalisme, le naturalisme, et j'en passe. Donc, méfiez-vous des gens qui vous disent c'est comme ça qu'on écrit. Donc, ça, je tiens à le spécifier. Après, pour ce qui est de l'écriture, il y a des auteurs qui sont à plan, d'autres qui ne font pas de plan. Très souvent, les gens qui font des plans vont dire il faut faire des plans absolument. Les autres vont dire on n'est pas obligé. Moi, je vous dirais qu'il n'y a pas d'obligation. Je vois Ariel qui nous quitte. Merci, Ariel, d'être venu. Et puis, bonne suite. Et je sais que Carl va archiver de toute façon la vidéo si jamais tu veux voir la suite. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, j'ai perdu le fil un petit peu. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, les plans. Oui. Donc, il y a des auteurs connus. Le plus célèbre d'entre tous, c'est Stephen King, qui écrit sans plan. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand il faisait sa longue saga de la Tour sombre, il y a des gens qui se demandaient comment ça va finir. Il raconte qu'il y a une dame âgée qui a dit, là, finissez-la avant que je meure, parce que sinon, dites-moi ce qui va arriver. Puis il a dit, je voudrais bien vous le dire, mais je ne le sais pas moi-même, parce que c'est un auteur qui improvise. Et lui, ça fait partie de son plaisir d'écriture. Je peux comprendre l'idée. Ça a des avantages, c'est une certaine spontanéité, une certaine créativité. Le désavantage, c'est qu'on doit beaucoup réécrire à ce moment-là, parce qu'évidemment, on se rend compte, OK, il y avait tel élément que je n'avais pas prévu, il faut retourner en arrière pour consolider ce qu'on annonce, sinon ça a vraiment l'air d'être n'importe quoi, là. Mais ce n'est pas interdit d'improviser. Moi, ça dépend quoi. Quand je fais des nouvelles, c'est quelque chose qui peut être intéressant de partir avec une phrase. Tout à l'heure, on parlait d'incipit, donc la première phrase qui entre dans un texte, là, je me rappelle d'un texte de François Barcelot, par exemple, qui disait en début, le plus difficile, c'est pas d'apprendre la guitare, c'est d'éviter les interruptions. Là, on sait que c'est quelqu'un qui est en train de jouer de la guitare, puis ça sonne à la porte chez lui. À partir de ça, on est tout de suite curieux de voir un peu qu'est-ce qui va arriver. Donc, lui, il part avec il venait de la publicité, François Barcelot, donc ça explique un peu son sens des formules choc comme ça. Alors, très souvent en nouvelle, je vais partir avec une phrase comme ça que j'ai entendue ou qui me vient, puis c'est intéressant, puis là, je regarde un petit peu comment ça va. Je n'ai pas besoin d'aller trop loin de toute façon parce que ça fait 5, 10, 15 pages. En roman, ça m'est déjà arrivé d'y aller avec quelque chose d'improvisé. Je trouve ça quand même beaucoup plus difficile. Donc, j'ai tendance maintenant à partir avec un plan, mais je m'autorise à le modifier en cours de route. Donc, j'ai un canevas, mais ça se peut qu'en cours d'écriture, je trouve une meilleure fin que celle à laquelle j'avais pensé. Ça se peut qu'il y ait un épisode que j'avais prévu de faire que je ne ferai pas non plus. Donc, je travaille quand même pas mal par plan. Et je vois un peu les choses comme une succession de scènes à faire. Donc, ça veut dire que quand j'ai fini une séance d'écriture, le lendemain, j'ai jeté en quelques lignes c'est quoi la scène à faire. Une scène, ça peut être une page, ça peut être plus que ça, mais je sais un peu c'est quoi le plan du lendemain. Ça va être la visite dans tel lieu ou ça va être telle conversation ou tel élément, de sorte que quand j'arrive le lendemain, j'ai ça qui est prêt là. Alors, ce que je fais habituellement, c'est que je relis la page de la veille. Puis là, je vois quand même pas mal de choses à corriger. Ce faisant, ça fait un échauffement aussi, hein, comme avant une activité physique, on a des étirements et tout. Je me relis, donc je ne suis pas en mode créatif quand même, mais là, ça développe mon sens critique. OK, ouais, ça c'est un peu lourd, ça serait à formuler comme ça. Cette phrase-là, je la déplacerais, ça, je le supprimerais. Ici, il manque une transition. Et là, tranquillement, on a une immersion en littérature, en créativité qui arrive, et on en arrive à la scène à faire qui s'enchaîne bien avec ce qui a été écrit. Donc, je dirais que ma méthode d'écriture au jour le jour, c'est comme ça qu'elle se fait. C'est une bonne. C'est intéressant. Je te fais d'accord avec tout ce que tu dis. Moi, je pense que de la même façon on parle souvent de connaître les codes pour pouvoir les briser, mais de la même façon, à partir du moment où tu maîtrises la structure narrative, puis tu connais d'instinct son fonctionnement, fait que tu écris ton histoire en sachant que tu suis une courbe narrative, puis qu'il y a différentes trames qui sont en train de se développer dans ton histoire, puis en gardant ça en tête, je pense que quand tu écris de façon continue, stable, constante, d'écrire comme ça, c'est tout à fait possible.
Moi, j'ai une vie qui bouge beaucoup. Fait que j'aime ça avoir un plan pour voir si pendant un mois je touche pas à un livre, je veux que quand je revienne dessus, je sache tout de suite où je m'en vais. Puis, tu sais. Fait que mes plans sont faits. Mes plans sont comme des premiers jets, dans le fond. Fait que, je veux dire, personnellement, c'est ça. Oui, salutations à Rosalie qui se joint à nous. Merci Rosalie d'être avec nous. On est en train de parler de l'écriture avec plan ou sans plan. Tu mentionnais, hein, Carl, que c'est effectivement un peu comme un premier jet. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est que le rapport au plan est très différent d'une personne à l'autre. Je viens de lire un roman de Jean-Jacques Pelletier, qui est un auteur de polar et d'espionnage au Québec. Et lui, il fait des plans, mais super détaillés. C'est des 75 pages de plans. Mais évidemment, quand sa rédaction arrive, c'est vraiment où il s'en va, c'est très verrouillé. C'est une écriture qui est peut-être un peu plus technique à ce moment-là. Je ne peux pas le savoir parce que je ne lui ai pas posé la question. Peut-être que ça le sécurise, peut-être que ça lui plaît d'écrire comme ça. En réalité, comme je le mentionnais, c'est que l'écriture est aussi différente d'une personne à l'autre qu'il y a de personnalité. Donc, pour certains, on a besoin de sécurité. Pour d'autres, c'est plus vers la liberté qu'on va aller. Pour certains, leur créativité, ça va être dans la façon de, OK, je sais qu'il va y avoir des dialogues, mais ça va être dans la manière d'écrire ces dialogues-là ou dans les petits détails que je viens mettre. Donc, bref, on y trouve toutes et tous notre compte différemment. Mais c'est un outil, encore une fois, le plan. Certains vont faire des fiches de personnages. Il y a un autre auteur en littérature québécoise bien connu qui s'appelle Éric Gauthier. Éric Gauthier, qui est un conteur aussi, a élaboré une sorte de fiche de personnage. Donc, c'est quoi ses buts à long terme, à court terme, à moyen terme? Il vient d'où? C'est quoi ses qualités? C'est quoi ses défauts? Je sais que certains auteurs et autrices se sont inspirés là, de cette fiche de personnage-là pour l'ensemble des personnages qu'ils vont faire. Moi, je trouve ça intéressant. Je n'utilise pas cette grille-là, mais j'ai toujours un fichier aussi qui s'appelle Notes pour. Donc, Notes pour tel roman. Où là, je m'écris, OK, n'oublie pas telle chose. Là. Parce que plus un livre est long, plus on peut perdre le fil. Je donne un exemple un peu artificiel. Là. Un personnage, quand il est nerveux, il va se gratter le coude. Bon. Si je dis ça, puis ça arrive une seule fois dans le livre, c'est pas très crédible. Donc, j'ai donné cette information-là, mais je n'ai pas respecté l'info que j'avais donnée. En même temps, il ne faut pas que ça arrive à chaque page non plus, sinon c'est trop mécanique. Mais c'est quelque chose de subtil qui peut revenir ici. On parle d'épices, encore une fois, hein, une petite épice narrative qui est là, subtile, qui va faire son effet, qui n'est pas trop voyante non plus, mais qui assure une certaine cohérence. Donc, je travaille beaucoup avec des notes comme ça. Au moment de la relecture, je vais vérifier dans mes notes, OK, ça fonctionne. J'ai tendance à voir ça comme une sorte d'architecture mentale. Un texte littéraire, c'est comme une sorte d'architecture abstraite avec ses sous-bassements, avec ses piliers, avec ses étages, ses fenêtres, etc. Donc, tout doit tenir aussi. Plus les choses sont imbriquées, mieux c'est. Sans que ce soit mécanique, évidemment, parce que le danger qu'on a aussi, si c'est trop mécanique comme ça va être de dévitaliser le texte. Mm-hmm. Si on parle d'un roman où on aurait juste ce qui est fonctionnel, mais ça serait un peu dommage. Donc, ça prend des fois des scènes un peu plus... Il ne se passe pas nécessairement grand-chose, mais qui vont nous permettre de connaître les personnages. Et des fois, dans certains films ou dans certains romans, on se rappelle on parlait de Stephen King. Dans Pet Sematary, il y a une scène où le personnage principal va chez son voisin âgé et il jase sur le perron en buvant des bières. Il ne se passe pas grand-chose, mais ça permet de connaître un petit peu le voisin qui est doux, qui est sympathique. On a quasiment envie d'être assis en train de se bercer à côté d'eux, à jaser. Donc, ces petits moments-là, comme ça, d'humanité qu'on vit au jour le jour, vont enlever le fait qu'on raconte juste ce qui est strictement utilitaire dans le récit. Ça, je trouve ça intéressant d'avoir ça aussi. Des petits moments d'ambiance ou d'atmosphère. Ouais, c'est comme ça qu'on pourrait les décrire. Ça tombe bien. Parlant de décrire, écoute, c'est comme si tu lisais mon pad. On a parlé des descriptions récemment parce que dans le fond, tout le monde peut écrire. Le fonctionnement, c'est qu'à chaque semaine, je fais un atelier en ligne, puis je parle de méthode d'écriture, je parle de trucs, d'approches différentes, justement, pour montrer tout ce qui se fait, puis qu'après ça, les membres puissent décider ce qu'ils veulent faire. Oui. Puis une des choses dont on a parlé récemment, c'est les descriptions, c'est-à-dire
autant le dosage d'une description que les utilités différentes des descriptions. J'aimerais ça t'entendre sur les descriptions. Toi, c'est quoi ton rapport aux descriptions? Les descriptions, c'est quelque chose qui est très délicat. J'en ai parlé à mes classes là, pour les gens qui se sont joints à nous. Je suis aussi professeur au collégial en littérature. Donc, c'est quelque chose qu'on aborde dans nos classes, très franchement, en toute simplicité. Donc, qu'est-ce que vous pensez des descriptions? Bon, alors très souvent dans mes classes, il y a des gens qui aiment moins ça. On commence par ça souvent. Bon, moi, j'aime pas ça, les descriptions. Je les saute souvent. Ils nous le disent, là. Pourquoi? Ben là, il ne se passe rien, etc. Donc là, on réfléchit ensemble, mais qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on ne saute pas la description? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Alors là, il y a plein de façons de faire. Une des techniques peut être de disséminer les éléments. On part de l'exemple d'une maison. Les personnages entrent dans une maison abandonnée. Là, il faut bien qu'on la décrive, cette maison-là, pour qu'on soit qu'il y ait une immersion dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut la décrire par petites touches. C'est comme si on se promenait dans la description à ce moment-là. Donc, on voit la façade, on voit comment elle est aussi. On peut faire appel aux 5 sens. Hein, la maison, on la voit, on peut entendre ses craquements, on peut sentir quelque chose, on peut toucher le bois. On ne va peut-être pas y goûter, là. Bon. Mais on peut faire appel aux sens pour créer un effet d'immersion qui est comme un effet 3D, là, pour avoir l'impression que ce ne soit plus là. Le risque qu'on peut avoir, c'est le gros paquet d'informations qu'on appelle parfois en littérature l'infodump, qui n'est pas juste pour la description. L'infodump, là, c'est le phénomène par lequel tu as de l'information à donner, puis là, tu ne sais pas comment gérer ton information, donc tu vas la placer d'un coup comme ça, comme si tu faisais du dumping, autrement dit, comme si tu t'en débarrassais dans un bloc en disant, OK, c'est réglé, c'est fait. C'est difficile à faire à ce moment-là. Ça peut être par l'entremise des dialogues, hein, qui pourraient avoir une description. Donc, les personnages pourraient parler puis se dire, hey, ça sent vraiment le moisi dans cette maison-là. Donc, tu vas avoir un élément de description qui n'aura pas été dans la narration elle-même, mais par le biais des dialogues des personnages. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser tous les outils narratifs qui sont à notre portée, donc l'appel au sens, les figures de style original, les dialogues qui vont être là, de disséminer, d'alterner des éléments de description et d'action. Donc, j'essaie d'ouvrir la porte, la poignée est rugueuse, la porte me reste dans les mains, donc on voit que la porte était, l'immeuble ou la bâtisse était délabrée. Là, la porte tombe par terre, ça fait un bruit, il y a de la poussière qui sort. Bon, vous voyez un petit peu l'idée. On entend les souris ou les rats qui s'en vont en courant. Donc, c'est un petit peu comme ça, de se dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir cette description-là? Dans un des romans que j'ai fait, je devais décrire une des premières presses pour les journaux. Là. Donc, les journaux du 19e siècle n'avaient pas des presses aussi performantes que celles qu'on a aujourd'hui. Donc là, j'avais développé un peu la métaphore des insectes. Là. Les machines ressemblaient comme à des espèces de grosses carapaces là, qui gobaient des feuilles et tout ça, les bruits qu'ils produisaient, l'odeur que ça pouvait avoir également. Donc, pensez avec vos 5 sens. Essayez de se visualiser aussi. Donc, on peut faire l'exercice de fermer les yeux et d'avoir l'impression qu'on est sur place. Mais qu'est-ce qu'on va remarquer? Qu'est-ce qui est pittoresque? Qu'est-ce qui est intéressant à mentionner? Parmi les outils qu'on peut avoir aussi, varier la longueur des phrases. On peut avoir des phrases plus courtes, plus longues. L'idée, c'est de créer le plus de variété possible pour éviter un effet ingrat. Et on se rend compte que très souvent, ce qu'on va reprocher aux descriptions, c'est cette espèce d'ingratitude-là, d'avoir un gros bloc hein, qu'on va sauter parce qu'il est un peu monotone, il est très technique, on a l'impression qu'il est dévitalisé. Donc, voir comment on peut réchauffer cette description-là dans la mesure de ce qu'on a. C'est un peu ce que je dirais là, pour la description. Ah oui, j'ajouterais un élément qui est intéressant aussi. C'est un bel outil que je vous recommande si vous ne le connaissez pas. Il en existe plusieurs éditions. C'est les dictionnaires visuels. Donc, il existe plusieurs dictionnaires visuels qui sont disponibles dans le commerce qui vous permettent de savoir les mots précis quand vous parlez d'une réalité. Bon, je dis n'importe quoi. Là. Admettons que ça se passe dans un sous-marin. Vous ne pouvez pas aller dans un sous-marin. Idéalement, on y va, qu'on le visite. Mais dans le dictionnaire visuel, vous allez avoir la liste des pièces avec les vrais noms que vous auriez si vous étiez réellement dans un sous-marin. Donc, ça m'a été utile pour les types d'arbres, quels sont comment on appelle tel type de feuillage, etc. Donc, ça peut être intéressant aussi de recourir au dictionnaire visuel qui nous permet d'avoir quelque chose de très précis, de savoir exactement de quoi on parle.
la personne qui nous lit à l'autre bout se dit, OK, il connaît son affaire. Mais en fait, c'est juste parce qu'on avait un outil qui était utile et bien fait pour nous. C'est vrai que c'est un bel outil que j'ai gardé longtemps et que j'ai pu utiliser avec mes enfants aussi. Oui, ben oui, pour apprendre. Tout à fait. Oui. Mais maintenant, ben, je vais sur Google puis je tape découpage d'un sous-marin avec les noms. Oui, mais c'est ça. Mais c'est vrai, Carl, ça aussi, je veux dire, en fait, je combine les deux. Hein. Très souvent, je vais aller le vérifier aussi, ou même tu peux taper lexique de ou vocabulaire de. J'avais une scène qui se passait dans une église, là, bon, le vocabulaire d'une église, ou puis à partie d'une église, ou tu fais quelques recherches comme ça. Puis très souvent, tu vas trouver un schéma avec des petites flèches là, qui indiquent, OK, ça c'est la nef, ça c'est telle chose. Donc, ça nous permet aussi de gagner du temps. Donc, n'hésitez pas soit à avoir l'ouvrage de référence qui est chouette à consulter aussi, et qui peut même donner des idées d'histoire, hein, parce que dans ces dictionnaires visuels-là, tu as plein de choses. Il m'est venu une idée d'histoire comme ça en regardant l'image d'un supermarché. On me dit, ah, ça c'est intéressant, ça c'est vrai, il pourrait avoir un récit qui se passe dans un supermarché, par exemple. Très bonne idée, en effet. C'est toujours utile. Ça peut être inspirant. Faire de la recherche peut même inspirer les autres. On le prend quand ça passe. J'ai dit, OK. Je te pose une question. Après ça, je vais demander aux gens s'ils ont des questions. Puis après ça, j'aurai une autre question si jamais on n'a pas de questions. Cette semaine et probablement la semaine prochaine, on parle de dialogue. Oui. On parle de comment rythmer le dialogue, de comment ajuster nos dialogues. Puis souvent, l'approche que je leur donne, c'est qu'au premier jet, de juste écrire comme ça sort, puis quitte à dire littéralement ce que le personnage veut dans le dialogue, puis pour plus tard le retravailler. Parle-moi un peu de ta vision du dialogue, comment tu l'utilises, comment tu le gères, comment tu le rythmes. Est-ce que tu aimes ça, les grandes pages complètes de dialogue, ou comment tu utilises, toi, ton dialogue? Ça, tu vois, ça aussi, c'est un défi particulièrement significatif en écriture et important. Donc, je suis content que tu le soulèves au même titre que les descriptions qu'on mentionnait tout à l'heure. L'un des premiers défis qui sont liés au dialogue, c'est le naturel ou le fait que ça ait l'air vraisemblable. Bon, là, on parle évidemment, ça dépend du contexte qu'on a. Imaginons qu'on a un texte qui se déroule dans le Québec de 2025. Le niveau de langue, ou en tout cas la façon de s'exprimer, ça peut avoir l'air très artificiel. La façon la plus simple de le savoir, c'est de le lire à haute voix. Donc, ça m'arrive de lire certains livres puis de me dire, voyons, qu'est-ce qui me dérange? Puis là, si je le lis à haute voix, mais je vois que ça se peut pas, là. Tu n'entendras pas, tu n'iras pas au supermarché, puis tu n'entendras pas une conversation qui est comme celle-là au Québec en 2025. Ce qui ne veut pas dire de baisser le niveau nécessairement, parce que n'oublions pas quelque chose, le dialogue n'est pas la réalité, c'est une convention de la réalité. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'y apparente, mais on est quand même dans une œuvre littéraire. Donc, on n'est pas obligé, parce que sinon, l'exemple que je pourrais vous donner, c'est que si on avait un dialogue qui était purement naturel, il y aurait toutes les hésitations, les les mots incomplets, les redites, ça deviendrait quelque chose de très rapidement illisible. Donc, en partant, c'est une convention qui est une approximation, une retranscription du réel. Après, ce qu'on peut faire effectivement, c'est le lire à haute voix. Beaucoup d'auteurs le faisaient. Flaubert est un auteur qui était connu pour avoir un gueuloir. Donc, le gueuloir, c'était qu'il récitait à haute voix les phrases de ses textes pour voir si c'était rythmé, s'il y avait une musicalité intéressante. On peut le faire pour la narration si on le veut, mais je vous dirais que la meilleure façon, effectivement, pour les dialogues, c'est de le voir. Puis on peut même se le réciter dans notre tête, on peut le faire à haute voix, mais on va voir tout de suite si ça va accrocher en disant, OK, ça se peut pas que ça soit dit tel quel, c'est peut-être un peu trop littéraire ou un peu trop recherché, à moins, bien sûr, qu'on veuille faire ça délibérément avec des personnages qui seraient soit très littéraires ou un peu prétentieux, ou là aussi, ça peut être très amusant, les niveaux de langue. Hein, avoir des personnages qui viennent de milieux très différents, s'exprimer ensemble, puis pas se comprendre ou se comprendre,
c'est un beau terrain de jeu, ça aussi également, qui peut générer plein de choses. Les dialogues, ça peut générer la tristesse, la joie, ça peut nous faire rire. On peut avoir un personnage qu'on déteste parce qu'il est tellement condescendant dans ses dialogues. Donc, c'est toute une mine d'expressivité qu'on peut aller chercher et qui définit un personnage aussi. Vous pouvez vous inspirer de gens que vous connaissez avec leurs expressions ou leur façon de parler, si vous voulez que ce soit naturel, comment un tel aurait dit telle chose. On travaille un peu peut-être pour que la personne ne se reconnaisse pas nécessairement, mais ça donne quelque chose qui est réel parce qu'on a comme un référent à ce moment-là en tête. Là. Moi, j'aime bien faire ça, effectivement. Donc, les dialogues, ça peut être très correct, comme tu le disais, de dire dans une première version, on écrit le message, là. Puis là, ensuite, on va repasser par-dessus parce que l'écriture, c'est toujours la réécriture aussi pour voir si je le lis à haute voix, OK, est-ce que c'est naturel? Est-ce que ça a l'air vraisemblable que ce personnage-là, avec la psychologie ou l'existence qu'il a, exprime ce sentiment-là ou cette situation-là de cette manière-là avec ces mots-là? On parlait tout à l'heure d'imbrication. Plus les idées sont imbriquées, plus les textes ont un faisceau de sens, là, où tout se tient, mais mieux ça va être, et les dialogues en font partie. Mais c'est un beau défi. Moi, quand j'ai commencé, mes dialogues étaient trop écrits, justement. Donc, ça avait l'air de la narration. On imaginait mal. Bon, je vous en donne un exemple. Oh, ton propos me rassérène. Tu vas dire, ça me rassure d'entendre ça. Ça ne veut pas dire merci, ton propos me rassérène. Mais je pense que j'avais un surmoi d'écriture qui me disait, il faut que ça soit bien écrit. Tu n'entendras pas des gens se dire ça comme ça. Là. Donc, ça peut être plus simple. Les dialogues sont souvent plus simples que la narration aussi, de toute façon. Oui. C'est une belle réponse. J'aime ta vision des dialogues. C'est le fun. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Est-ce qu'on a des gens? Oui, je vois une main levée. Tu vois quelque chose bouger? Oui, mais on n'a pas du tout parlé que tu étais un auteur d'horreur. Ben, c'est ça, c'était après ça. C'est le dernier bout qui me restait. D'accord, parce que j'étais comme, ben voyons, quand est-ce qu'on va avoir des trucs ou des, je sais pas trop là, parce que le titre, comment réellement troubler les lectoristes, je fais, ben je veux savoir, je veux savoir. Ah, ben moi, je suis les questions de notre honorable hôte. C'est ma victime. Ben oui, oui, Karine, merci. C'est correct, c'était la question que j'aurais eue après de toute façon. Frédéric, moi, je t'ai fait découvrir à des générations de collégiens et de collégiennes avec Au rendez-vous des courtisans glacés. Merci, merci. Dans mon cours de science-fiction fantastique, horreur. Et j'aime t'entendre parler d'horreur. On a eu justement au Congrès Boréal une belle table sur le body horror, puis c'était savoureux et exquis à entendre. J'aimerais ça que tu me parles de ce qui, toi, te fait vibrer dans le fantastique / l'horreur, c'est-à-dire, en fait, la forme que toi, tu préconises, puis comment t'aimes jouer avec l'esprit, ou c'est quoi les techniques que toi, tu utilises pour jouer un peu avec ton lectorat? C'est un genre qui a longtemps été très mal aimé, le genre de l'horreur. Je me rappelle même, moi, avoir eu des critiques qui reprochaient ça, d'avoir cet élément-là ou d'avoir cette approche-là. C'était vu comme un défaut. Là, aujourd'hui, entre autres, avec les jeunes lecteurs et lectrices, il y a une tendance qui s'inverse. On le voit, entre autres, avec des conventions. Hein. Il y a le Horror Expo et quelques autres comme ça, sur la route de l'horreur aussi, de l'émission de télé au Québec. Donc, il y a un changement qui se fait tranquillement. On peut remercier entre autres Patrick Sénécal qui a contribué à ce changement-là. Ça a été quand même une figure importante. Là. Avant ça, c'était très difficile, voire impossible d'en publier. Je me rappelle moi, d'avoir eu des refus sur cette base-là, en disant c'est de l'horreur. L'horreur, ça n'a pas de valeur. Bon, en fait, il n'y a pas de genres littéraires qui n'ont pas de valeur. Hein, c'est quelque chose. Est-ce qu'on sait que c'est quand le prochain congrès boréal? Je crois qu'on ne le sait pas encore parce qu'il y a un changement dans l'organisation. Mais si j'ai Vous allez le savoir, ça c'est sûr. OK. Parce qu'habituellement, là, il y a été une époque où c'était au mois de mai. Et là, ça s'est porté vers l'automne ces dernières années où c'était au Collège Bois de Boulogne. Est-ce que ça va être comme ça l'année prochaine? C'est que les dernières années, c'était Alain Ducharme qui coordonnait. Puis Alain, avec qui j'ai parlé au dernier congrès pour lui demander s'il allait poursuivre, il m'a dit, OK, là, ça devient quand même lourd, ça prend beaucoup de place dans sa vie. Donc, il a
préféré céder sa place là, pour la suite, bien qu'il va rester en périphérie pour aider, me disait-il. Mais je peux comprendre, j'ai vu ma compagne être organisatrice de Boréal aussi. Quand on veut bien faire les choses, et les comités d'organisation veulent bien faire les choses, c'est très exigeant aussi. Donc, merci aux organisations au fil des années. On va surveiller ça attentivement, effectivement. Pour en revenir à ce qu'on mentionnait, donc un genre qui a été longtemps mal aimé, le fantastique un peu moins, parce que le fantastique avait toute une tradition au 19e siècle hein, qui allait de pair avec la littérature romantique. Donc, la plupart des auteurs du 19e siècle, en nouvelles ou en roman, là, ont écrit du fantastique. Pas tous, mais la plupart l'ont fait. Donc, ça a donné certaines lettres de noblesse qui font en sorte que, comme prof de collégial, je reçois souvent des anthologies de nouvelles fantastiques qu'on peut mettre en classe, puis c'est vrai que c'est chouette à enseigner. L'horreur, c'est autre chose. Bon, et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est le savoir au sujet de l'horreur est en train de se construire en ce moment. On a par exemple un éditeur, Jean Petitgrou, qui dit que selon lui, l'horreur n'est pas un genre, c'est un effet. Mais on a aussi un des auteurs chez Alire, qui est Philippe Aubert-Côté, qui donne des ateliers sur l'écriture de nouvelles et de romans d'horreur, qui s'appelle l'Atelier de minuit. Et lui, Philippe Aubert, dit non, l'horreur, c'est un genre. Donc, c'est assez drôle parce qu'il publie chez un éditeur qui dit que l'horreur n'est pas un genre, mais lui, il dit que c'est un genre. Bref, très souvent, quand un savoir est en train de se construire, c'est normal, surtout en sciences humaines, on réfléchit, on avance, on tâtonne, on se pose des questions, etc. Moi, j'ai toujours pensé que l'horreur était quelque chose qui était un genre tout aussi noble que n'importe quel autre genre. À mon avis, il y a des bons et des mauvais textes dans tous les genres. C'est pas parce qu'on fait de la poésie que c'est de la grande poésie. C'est pas parce qu'on fait du roman sentimental que c'est bon ou mauvais. Donc, il y a de grands romans d'horreur et d'autres qui sont moins bien faits aussi. Il n'y a pas de genres qui sont touchés par la grâce. Il y a effectivement un certain nombre de techniques. Je vous encourage à aller lire un beau mémoire de maîtrise qui a été rédigé par une collègue à moi au Cégep de Trois-Rivières. Cette collègue-là s'appelle Sophie Marleau, Marleau, et c'est un mémoire de maîtrise qui est disponible en ligne en PDF. Donc, si vous tapez Sophie Marleau, horreur, mémoire de maîtrise, je n'ai pas le titre exact, et ce que Sophie détaille là-dedans, c'est l'esthétique de l'horreur, c'est-à-dire quelles sont les techniques qui sont utilisées par les écrivains et écrivaines d'horreur pour produire des effets. Elle va entre autres parler des effets d'anticipation, des scènes de dévoilement successifs, où elle parle de dévoilement majeur ou mineur, qui peuvent être des scènes d'horreur, tout à coup on sait que ça s'en vient, puis qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qui va arriver. Mais également plusieurs techniques qui sont utilisées, notamment le recours à certaines phobies. Elle va citer Lovecraft, elle va citer Stephen King, qui a écrit également 2 ouvrages de réflexion sur l'écriture de l'horreur aussi, qui sont intéressants à lire. Lui, il fait une différence entre horreur, épouvante. Ce sont des outils aussi, et c'est vrai que très souvent, c'est quelque chose qui est prêt. Après, ben, la technique d'écriture de scènes d'horreur étant tellement d'une personne à l'autre, moi, j'essaie d'être le plus immersif possible. On parlait des 5 sens, hein, c'est un petit peu ça, d'avoir le plus d'images fortes possible. C'est pas toujours facile à faire. Je vous dirais que je dois me créer une atmosphère pour y arriver, sinon ça va être difficile. Il faut que je me crée une sorte de bulle. La musique peut aider à créer une sorte d'atmosphère. Idéalement, pour moi, quand je travaille, elle va être plus instrumentale pour créer quelque chose qui est plus abstrait. Dans beaucoup de films actuellement, il y a ce qu'on appelle du design sonore. Hein. C'est vraiment des musiques d'atmosphère. On appelle ça la musique ambiante des fois. Si vous avez vu des films comme Sinister ou Insidious, c'est vraiment des designs sonores. C'est pas tant de la musique que des atmosphères lourdes avec des drones. Donc, pas les drones aériens, mais les drones en musique, ça désigne une sorte de son là, qui reste longtemps, une sorte de grosse basse qui reste là. Donc, ça peut être intéressant pour se créer une bulle. Je vais aussi beaucoup travailler avec de la documentation. Donc, c'est sûr, plus on a quelque chose de pris. On entendait des fois certains auteurs dire « Ah, l'horreur, c'est indicible, c'est ce qu'on ne peut pas dire. » D'autres vont dire « Non, au contraire, l'horreur, c'est la précision. C'est là qu'on va la trouver. On vous montre quelque chose qui va vraiment vous déranger parce que c'est très spécifique. » Je pense qu'il y a tout un art d'évocation de l'horreur.
qui, si on veut qu'il fonctionne, doit aussi appuyer sur certaines zones psychologiques. À mon avis, c'est indissociable. Ça vient avec. Et ça, ben, c'est comment on va travailler avec ça. C'est très délicat parce que l'horreur est voisine de l'humour. Si on en fait trop, ça devient. On a tous vu un film d'horreur où peut-être on éclate de rire. Hein. C'est pas censé être drôle, là. Mais c'est parce que si on est sur le fil du rasoir toujours, la relecture n'est pas facile pour savoir, OK, est-ce que ça, c'est assez ou bon. Et c'est là où les bêta-lecteurs et lectrices sont intéressants ou intéressantes parce que ce recul-là, on ne l'a pas toujours. On fait de notre mieux, hein, comme je le mentionnais, on peut se créer notre bulle, travailler le plus possible en précision. Quand je lis certaines scènes de Patrick Sénécal, j'ai l'impression que ces scènes d'horreur sont écrites comme dans une sorte de transe. Là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est intense, ça va vite, etc. Puis ensuite, qui repasse par-dessus ça. Tu parlais, Carl, tout à l'heure du roman Au rendez-vous des courtisans glacés. Ce roman-là, c'est un peu comme ça que je l'ai écrit. Une bonne partie du roman a été écrite en une semaine où je travaillais du matin au soir parce que je pouvais me le permettre. J'étais à l'époque chargé de cours à l'UQTR et on était tombé en grève générale illimitée avec comme seule tâche de faire 1 heure de piquetage par semaine. Donc, ça me laissait tout le reste là, pour écrire. Donc, je me suis dit, go, c'est une fin. Le temps d'écriture, vous le savez, c'est souvent du temps volé. Là. Donc là, je me suis dit, là, je peux me permettre un gros vol. J'ai juste ça à faire. Là. Alors, je me suis lancé là-dedans. Et donc, et là, effectivement, il y avait une sorte d'immersion dans cet univers-là où c'était très intense. J'étais vraiment dans cette bulle d'écriture-là. Et je me suis dit, allons-y, puis ensuite, on pourra repeaufiner ce que c'est. Une chose qui est intéressante à retenir en écriture, c'est qu'une mauvaise page vaut toujours mieux que pas de page du tout. Donc, si vous avez écrit et que vous vous dites, la page d'aujourd'hui, c'était pas terrible, oui, vous pouvez la réécrire demain. Ce qui est magnifique, c'est qu'elle ne part pas à l'impression tout de suite, elle ne part pas chez l'éditeur tout de suite non plus. Donc, l'important, c'est que vous ayez avancé. Ensuite, vous revenez. Très souvent, vous allez, merci, Ariane, pour le lien pour Sophie Marleau. C'est super. Donc, on a le lien vers le mémoire de Sophie dans le Vraiment des membres merveilleux et merveilleuses. Ben oui, merci beaucoup, Caroline. Puis ça vaut vraiment la peine d'être lu, puis c'est très, très agréable. En plus, c'est une écriture qui est simple et elle analyse des romans, dont un roman de Patrick Sénécal, d'ailleurs. J'en reviens à ce que je disais. Donc, effectivement, soyons indulgentes envers nous et on peut retravailler de toute façon. Donc, l'important, mais quand tu reviens le lendemain, souvent, tu te relis, puis tu n'es pas si mauvais que tu pensais. Et oui, ça se peut qu'on se sente un peu fatigué dans la page de la veille, mais on la réécrit, puis cette page-là a été écrite. Ensuite, on peut passer à autre chose. Donc, c'est à retenir aussi. Alors, dans le cas au rendez-vous des courtisans glacés, je repassais. Par la suite, il y a un phénomène qui est arrivé, qui m'a un peu... avec lequel je dois vivre maintenant, c'est qu'à force d'étudier la littérature, d'en lire, de l'enseigner, de la critiquer, j'ai développé une sorte de surmoi qui produit plein de blocages, ce qui fait que je ne peux plus écrire avec la spontanéité et la rapidité que j'ai déjà eue. On dirait qu'à chaque phrase, je vais bloquer pour me dire est-ce que c'est le bon mot, est-ce que ça c'est correct. Donc, si vous regardez ma production, pourquoi ça s'est ralenti à ce point-là, c'est à cause de ça. Je pense que la seule façon de m'en sortir serait de publier sous pseudonyme, où là, je me dirais, j'ai plus rien à perdre. Mais maintenant, en sortant des choses avec mon nom sur la page couverture, je me dis, c'est comme, on se fait toujours l'idée un peu de ce que les gens attendent de nous, mais bon, bref, c'est un peu paralysant, là. Je vis avec, là, c'est ça. Ça me force quand même à produire des choses que j'essaie d'être le plus possible de qualité. Un autre élément qui vient en bout de ligne aussi, que ce soit en littérature ou autre chose, c'est que quand vous publiez un texte, il y a quelqu'un à l'autre bout qui va le lire et qui va choisir entre tous les textes innombrables qui existent dans l'univers, va choisir de consacrer son temps à votre texte. S'il l'achète en librairie, quand on va dans les salons du livre, en particulier celui de Montréal, qui est immense, c'est une incroyable leçon d'humilité parce que là, tu te promènes dans la littérature et tu te dis, OK, chaque kiosque a des milliers de livres, puis il y a beaucoup de kiosques, et le livre d'un auteur ou d'une autrice, c'est un petit livre parmi cette masse immense. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne va lire mon livre à moi?
je le vois un peu comme recevoir quelqu'un à la maison. Donc, la moindre des politesses de lui faire, hein, c'est de faire un bon accueil. Donc, souvent à la maison, ben, on fait le ménage, on s'habille bien, on fait de la bonne bouffe, etc. Ben, l'équivalent en littérature de soigner la personne qui va nous lire, c'est d'avoir quelque chose qui est original, qui est recherché, qui est intéressant, qui est bien fait, qui tient debout, qui n'a pas été écrit à toute vitesse sans être relu, parce qu'il y a quelqu'un à l'autre bout qui va être là, qui va peut-être payer son temps, qui a travaillé, qui donne le fruit de son travail pour vous lire. La lecture, ça demande quand même aussi un certain effort intellectuel. C'est une activité qui est plus demandante que juste s'asseoir pour regarder un film, sans critique pour le cinéma, là, que j'aime aussi. Mais donc, il y a cette conscience-là de la personne qui est à l'autre bout. Donc, j'ai l'impression que tout ça, à un moment donné, ça a fini par peser pour moi, ce qui fait que je ne peux plus écrire comme je le fais avant. L'autre chose que j'ajouterais aussi par rapport à l'horreur, c'est le caractère dérangeant du genre. Hein? David Cronenberg, le célèbre cinéaste canadien, l'a dit, no horror film is truly mainstream. Aucun film d'horreur réellement mainstream. Ce sera toujours un genre qui va déranger. Patrick Sénécal a fait la préface à un recueil qui s'appelle Horrificotama, un recueil publié au Brume, qui contient là, une quinzaine de nouvelles d'horreur et de sous-genres de l'horreur. Il y a une préface de Patrick. Et il dit, l'horreur sera toujours irrécupérable. Vous ne verrez pas un politicien baser un de ses discours sur un roman d'horreur ou une scène d'horreur. Vous ne verrez pas un religieux en chair faire ça non plus. Donc, il y a toujours quelque chose de dérangeant et de transgressif dans le genre. Mais là, en 2025, vous le savez aussi, il y a des sensibilités qui sont là. Donc, on navigue dans un univers qui est très contradictoire, très polarisé, et ça va de pair aussi avec les réseaux sociaux où s'expriment des propos d'une violence qui sont parfois assez stupéfiantes. Là. Très, très rapidement, je lis les nouvelles à tous les jours, entre autres sur la plateforme de Radio-Canada, et il y a des commentaires des gens. On pourrait s'attendre à une plateforme qui a un certain niveau d'écriture, et on voit quand même des insultes assez raides là, qui sont là, donc c'est très troublant de voir ça aussi. Mais l'horreur, justement, rend compte du fait que le monde n'est pas un lieu qui est confortable. Valérie Bédard, qui était la conjointe du regretté Joël Champetier, a longtemps été médecin. Et Valérie disait à ses patients, ben, moi j'aime l'horreur, mais à un moment donné, c'est que la vie nous oblige à nous confronter à certaines situations comme ça. Donc l'horreur est un côté qui est métaphorique aussi. Ça permet de dire des choses que d'autres gens ne permettent pas de dire. Ça permet de visiter des émotions que d'autres gens ne permettent pas d'aller visiter aussi. Des gens qui ont connu des violences ou des traumatismes vont dire que c'est très libérateur. Je pense à Pierre Lajanis, entre autres, qui est une spécialiste du cinéma d'horreur, qui est ontarienne, qui a écrit, entre autres, un ouvrage de référence sur les femmes dans le cinéma d'horreur. Et je sais que sa vie a été difficile, là, elle s'en est déjà ouverte, et pour elle, il y a quelque chose de thérapeutique dans l'horreur. Même des fois, ça peut nous changer les idées. On vit quelque chose qui est stressant, qui est anxiogène, on a eu une journée qui est difficile. Ben, j'ai pas envie de m'asseoir et de lire quelque chose de réaliste à ce moment-là parce que ça va comme juste me plonger dans mon quotidien. Mais si je vois un film d'horreur ou je lis un récit d'horreur, je vais me dire à la fin, mais finalement, ma vie n'est pas si pire que ça. J'ai l'impression que ça a ventilé des choses, ça a sorti certaines émotions. On parle souvent de catharsis, donc c'est le côté libérateur de la littérature d'horreur aussi qui permet de sortir certaines émotions aussi. Ce qui est aussi fascinant dans la littérature d'horreur, c'est qu'elle travaille beaucoup sur l'empathie. La comédie va souvent travailler sur la moquerie. On a un personnage à qui arrive des catastrophes et on trouve ça drôle. Donc, c'est pas censé être drôle, là, mais c'est ça la comédie. On ne s'identifie pas au personnage, donc on rit des déboires qui vont y arriver. Alors que dans l'horreur, si on veut vibrer, si on veut ressentir quelque chose, on a une position d'empathie qui va faire en sorte qu'on se range du côté de la personne qui vit des choses difficiles. Donc, ça stimule aussi notre empathie, je trouve. C'est également une célébration de la vie, aussi paradoxale que ça puisse paraître, l'horreur, parce que on voit que l'élément de réflexion fondamentale est souvent la mort, donc ça nous permet de réfléchir où on se situe par rapport à ça, de mieux apprécier peut-être ce que la vie peut nous amener de précieux. Ça fait du bien aussi des fois comme un gros tour de montagne russe. On a vécu des choses qui sont fortes aussi. Je crois que c'est un genre qui est très psychanalytique, qui va creuser là, dans le terreau de notre inconscient, qui ramène des choses, qui soulève des roches. Souvent, en dessous des roches, c'est des insectes qu'on voit qui ne sont pas trop jolis, mais c'est mieux de les connaître. Hein? C'est mieux de connaître nos monstres que de ne pas les connaître. Ça nous permet de mieux les gérer, de mieux les apprivoiser aussi.
Il y a cette dimension-là aussi dans la littérature d'horreur. Mais là, je me rends compte que j'ai fait une réponse qui est très longue. Merci de votre patience. Je m'en excuse. C'est juste qu'il y en aurait long à dire là, sur la question. Ben, Frédéric, on n'aura pas le choix de te recevoir une deuxième fois. C'est bon. Merci de votre patience. Hein? Oui. Mais écoute, mais t'es tellement une personne intéressante et agréable à écouter. Comme ça a toujours été le cas. Je suis vraiment content de t'avoir reçu aujourd'hui. Tu as apporté de l'eau au moulin. Tu as, alimenté plein de gens qui vont pouvoir profiter de cette connaissance-là. Je suis vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Tu vois que Ariane Bergeron lève la main. Moi, je voulais juste dire, là, je veux tellement un T-shirt avec la citation « Une mauvaise page, c'est mieux qu'aucune page du tout. » Oui. À mettre pendant les jours les jours où on est un peu moins en forme. Là. Merci. Ben oui, ben oui. Effectivement, quelque chose que je me dis souvent. Je vous remercie d'ailleurs pour votre paraverbal là, ouvert et encourageant. Là. Et je sais qu'il y a des gens qui sont en caméra fermée, c'est très correct aussi. Là. Mais, donc, merci d'avoir été là. En toute humilité, si ça a pu aider votre réflexion, c'est vraiment l'objectif qui était là. La création, c'est quelque chose qui se vit, qui se partage, qui vaut la peine d'être encouragé. Je vous souhaite le meilleur pour vos projets d'écriture. Et puis, on aura toujours besoin d'histoires, de nouvelles histoires pour donner du sens au monde, pour apporter notre sensibilité, notre vision des choses. C'est une richesse qu'on a et qu'on peut faire partager avec plein d'autres lectrices et lecteurs. Donc, merci d'en faire partie là, avec vos projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Fait que, sur ce, bien, je remercie tout le monde aussi. Merci à tous ceux et celles qui ont participé. Merci à Frédéric, encore une fois. Ça fait plaisir, Rosalie. Oui, merci Rosalie pour ton message dans la boîte de discussion. Puis, sur ce, eh bien, on se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est qui notre ami? Je pense que dans 2 semaines, c'est Martin Michaud qu'on reçoit. Ah oui, ben oui, une pointure aussi, Martin, quand même. Plus dans le policier, peut-être, de cette fois-là. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je ferme l'enregistrement officiellement. Bonne soirée. Merci. Aïe. L'enregistrement. Et